Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va sortir un peu la tête des cartons. Nous sommes donc, vous le voyez, en Bretagne, le drapeau, le Guanadou, mais nous sommes plus précisément à Saint-Malo. Donc voilà, un cadrage pourri. Et aujourd'hui nous allons donc nous promener donc non pas en bateau, hein, mais nous allons au Grand Large et plus précisément au Palais du Grand Large, où se tient le festival Quai des Bulles, festival de la bande dessinée. Voilà, je vous retrouve à l'intérieur. Alors, dès l'entrée, le stand Comics Bureau et Atacus. Du Guéluron, le Fourreux, l'Enfeust, enfin Troll de Troyes bien sûr, puisque l'Enfeust est un invité spécial du festival cette année, puisqu'il fête ses 20 ans. Blackstad, absolument magnifique. Voilà, surtout si tous les personnages de cette BD. Astérix bien sûr. Et César. Là-bas on a de la grande figurine. Hop. C'est pas très net, hein. Désolé. Je n'ai pas le matériel pour ça. Bon, vous me connaissez, forcément j'ai craqué, j'ai ramené le trophée à la maison. Donc 45 €, mais une très belle pièce. Voilà, si on a un bon net dessus. Bon, j'ai les moustaches étaient un peu tordues dans l'emballage, c'était tordu dans le sens de la petite moue du visage. Voilà, donc c'est une pièce numérotée, donc moi j'ai le numéro 3373. John Blackstad, si vous ne connaissez pas, donc c'est une BD formidable qui, je crois maintenant il y a 5 tomes. Voici le coffret en fait, donc que j'ai de longue date dans mes étagères, des 3 premiers tomes. Donc qui sont, on est à peu près quelque part entre les ombres, Arctic Nation et Âme Rouge. Donc voilà, Diaz Canales et Guarnido. Donc un dessin que vous connaissez peut-être déjà. On voit des choses, bon, c'est extrêmement dynamique, notamment dans le mouvement. On voit vraiment une grande dynamisme de mouvement, puisque le dessinateur en fait a fait ses classes notamment chez Disney en animation. Donc les personnages sont caricaturés sous forme d'animaux, c'est très bien foutu. Le scénario est très bon. Donc ça c'est un premier triptyque. Donc il y avait une illustration en prime dans le coffret, un premier triptyque qui reprend en fait une longue histoire. Les 2 tomes suivants sont sortis aussi, sont des histoires plus indépendantes. J'ai un peu moins accroché sur le scénario, même si les personnages qui y sont dépeints sont des gens célèbres de la littérature américaine. Voilà pour ce premier goodies. Continuons notre petit tour du salon. Donc à Quai des Bulles, on voit aussi du t-shirt avec le stand Fun Tasty. Hop. Et leurs t-shirts qui sont bien sympas, inspirés de licences que nous apprécions tous, un peu détournés. Mi-Bender, mi-Mignon, mi-Popeye, mi-Homer. Il y a un Batman qui me plaît beaucoup.
Voilà, donc funtesty.com. Voilà le fameux t-shirt, forcément un t-shirt Batman, j'ai ramené ça à la maison. Vous voyez que donc Batman n'est pas directement dessiné, mais il se dessine entre les ombres de la ville, des immeubles et d'un vol de chauves-souris. Donc assez sympa. Donc pour tout achat d'un t-shirt sur le salon, on avait un petit badge, si j'arrive à faire le net. Donc en fait il est tiré du dessin d'un autre t-shirt où on voit Monsieur Fantastique, donc l'homme élastique des 4 Fantastiques, combattre donc Dalsim, si je me souviens bien, donc qui est un personnage de Street Fighter qui lui aussi a la capacité d'étendre ses membres. Voilà donc un petit badge sympa. On va poursuivre notre petit tour encore, puisque bon, quand on fait un salon, je fais d'abord le tour pour voir un peu où est implanté tout, où sont les toilettes, la buvette, où sont les stands des gros éditeurs, des petits éditeurs surtout, où sont les issues de secours, sait-on jamais. Voilà, donc je vous propose, avant de passer aux bandes dessinées, de regarder un dernier produit dérivé sur un stand de jeux de société qui était là. Voilà, Asmodée et le magasin Sortilège ont un petit stand aussi où effectivement il y a une partie vente de jeux, mais aussi une partie démonstration. Alors bon, il y a beaucoup de jeux. Je me suis attardé sur un qui s'appelle Looney Quest, qui est assez simple et qui est assez marrant. Donc on a Yoshiaki Mimura, c'est moi. Voilà, puisque je prononce bien, qui va nous expliquer rapidement le concept. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc, d'abord. Voilà, du coup, donc Looney Quest, c'est un jeu comme un jeu vidéo en fait, avec différents niveaux. C'est comme si c'était un jeu vidéo, on va devoir se balader dans différents niveaux jusqu'à un moment, même un boss, on va devoir affronter. Et sur chaque niveau, on va avoir des objectifs à atteindre et des conditions de points, comment marquer des points d'XP ou comment en perdre. Là par exemple, quand je passe sur les petits cercles avec marqué XP, je gagne des points d'XP. Par contre, si je touche un petit bonhomme, j'en perds 2. Et si je touche une petite pierre, je perds aussi 1 point. Par contre, il y a aussi des icônes qui donnent des avantages ou des pénalités qui sont, par exemple, les pénalités jouées avec le bras tendu ou des gages en fait. Des sortes de gages qui complexifient encore plus. Donc c'est mieux de ne pas tomber dessus. Alors le but, voilà comment on se déplace sur le plateau. On a un petit calque et au jugé, on va tenter de faire le parcours qu'on estime être le bon et on va la poser dessus et voilà, là je me suis complètement trompé. Je gagne 1 point d'XP, là je passe à côté donc j'en gagne pas, je regagne ici et là, mais je perds 2 points parce que je touche le bonhomme. Voilà, donc un jeu d'esquive, de trajectoire préparée. Exactement. Et ensuite on voit si on a gagné. Donc c'est Looney Quest. Et donc ça coûte combien ça? C'est une bonne question, bon, ça arrive sur moi. Mais je mettrai ça dans les liens. Ça arrive février ou mars 2015. Normalement. Mars 2015, février, ok. Donc c'est vraiment, on est un peu en avant-première sur le salon. Exactement. Ce qui est très sympa. Donc un jeu sympa, guettez-le dans vos boutiques. Et merci beaucoup. Voilà, donc c'était une avant-première de ce jeu. Sur notre petite chaîne avec Léo, c'est vrai que c'est plusieurs fois on s'est dit, tiens, si on faisait une démonstration de jeu, donc pour vous, chers internautateurs et internautatrices, donc par exemple un jeu tiré de la bande dessinée, donc elle-même des Red Kit Paddle, donc qui est assez sympa, auquel on joue avec Léo, ou Double Kids aussi, donc c'est aussi une idée de programme sur notre petite chaîne, mais le temps nous manque pour le moment, mais bon, je sais que quand le jeu Looney Quest sortira, on vous en fera une démo, c'est obligé. Allez, maintenant c'est le moment, on va faire le tour du salon et aller voir justement donc qu'est-ce qu'on trouve comme BD. Alors, on va commencer parce que bon, forcément j'étais pas avec Léo qui peut difficilement faire 2 heures de queue devant un stand, donc par contre j'étais obligé de lui ramener un petit souvenir que j'ai rapidement trouvé. Je vais vous montrer quoi.
Vous allez voir, c'est plutôt sympa pour un petit garçon. Voilà, donc sur le stand des éditions Joss, Samuel Buquet, donc, qui est l'auteur de Malo, La tombe de l'aïeul, qui est donc c'est la première BD de la série Malo. Oui, tout à fait. Voilà, donc un petit pirate malouin. Donc une BD, donc là. Pirate, c'est important parce qu'il est tient, je crois. Les premières esquisses au crayon bleu. Oui. C'est la surprise. Vous avez de la chance, il va plus vite qu'avant. Bon, ça va être chaud là. Non, c'est bien, il n'est pas encore trop fatigué. J'imagine qu'en fin de salon, ouais, il y aura des massages de poignets à l'arnigel. Même pas. C'est plutôt le coude. C'est plutôt le coude, mais tout ça, il y a la bière bretonne. Ah, c'est le lever de coude qui finalement fatigue un peu plus à Saint-Malo, c'est ça? Tout le charme de la Bretagne. Oui, ce soir. Pas la journée. Donc le tome 2 de Malo est attendu pour bientôt ou... Octobre 2015. L'année prochaine. Quai des Boules. D'accord. Il était sorti l'an passé à Quai des Boules. On s'est fixé ça comme rendez-vous. Voilà. On peut concevoir de présenter l'album ailleurs qu'à Saint-Malo. Ouais. Donc les éditions Joss donc, sont du Finistère. Et Samuel Buquet, donc, qui est le dessinateur et coloriste donc, de Malo et de Fougères, me disait-il. Tout à fait. Voilà. Donc l'Indier, donc, qui est le scénariste Châteaubourg. de Châteaubourg. Voilà, donc effectivement, on est sur de la production locale. Duo de Brétiliens, je crois que c'est comme ça. Ouais, les Brétiliens, effectivement, les habitants de l'île-et-Vilaine se sont enfin choisis un nom. Du Brésilien. Oui. Ça a été proposé d'ailleurs. Être galopin. Oui, puisque ici on est en région, donc en pays gallo, donc ça aurait pu être les galopins. Parce que galop vilain, c'est peut-être pas fou. Non. Désolé. Oh. Ça bouge un peu parce que je n'ai pas de trépied, mais il n'y a pas de stabilisateur non plus numérique, etc. Tout ça. Sur une configuration light, au niveau technique. C'est pas de rampe à la fin. On verra si j'arrive à tenir. Ça avance. Déjà. De toute façon, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va.
Donc j'ai feuilleté l'album. Donc Malo a des aventures de petit pirate avec son grand-père. Il y a un singe aussi, j'ai vu. Ouais, Grimace. Le singe Grimace. Et le perroquet Tiponche. Le perroquet Tiponche. Tiponche, ouais. Voilà. Donc le premier album, c'est La tombe de l'aïeul. L'aïeul, donc, qui est un navire. Oui. C'est le grand-père. Et le grand-père aussi. Là, c'est l'aïeul et c'est aussi le bateau. Voilà, pendant longtemps, je l'ai pas lu, je crois. Je l'ai pas encore relu, moi. Je l'ai pas du tout relu. Tout part d'une bouteille à la mer. Ah, la bouteille à la mer, la carte au trésor. Ah, les classiques, les clichés, quoi. Les classiques de la... Quand je tourne un peu, je suis obligé. Alors si les dessinateurs font toujours leurs esquisses au crayon bleu, c'est pour une bonne raison. C'est parce que j'aime bien. Ah bon? Moi j'avais lu que c'était justement parce que ça ne passait pas au scan de certaines choses et donc ça permettait d'enlever l'esquisse sans avoir besoin de gommer. Voilà, ça c'est la vraie version. Pour les dédicaces, c'est comme on gomme pas et on scanne pas après. Voilà, donc ça. C'est juste. C'est le bout de l'authentique. Mais, Il y en a un qui gomme tout le temps, par contre, c'est Serge. Serge, ouais. Mais moi je peux pas gommer là-dessus. Sur ce papier-là. Serge, il fait vraiment le dessin comme s'il il crayonne vraiment avant. Alors moi j'aime bien quand une dédicace justement il y a les traits d'esquisse. C'est l'inquiet. C'est le jeune. C'est le jeune. C'est lundi, ça sera là qu'à partir de demain. Comment? Il y a un air d'Alan. On a les mêmes références en BD. Je peux prendre une photo. Ça va être long. Il va falloir accélérer à ce moment-là, je pense. J'ai pas pris le bon stylo, le bon photo. Ouais, effectivement, ça. Ouais. Quelle idée d'avoir fait un chapeau aussi avec autant de noir. Très bien. Mon colorier sans déborder. Ouais, wow. C'est bien en dédicace, on peut.
Malo boit la santé de Léo. Voilà. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Léo a adoré Malo, donc Léo ne sait toujours pas lire, mais bon, il se fait lire des BD. C'est beaucoup plus prononçable que de dire Schtroumpf à chaque phrase. C'est très sympa, il y a beaucoup d'aventures, c'est pas violent. Si vous avez un petit neveu ou un petit garçon justement dans les âges de Léo qui a 5 ans et demi, voilà, donc on a une bande dessinée qui est claire, il n'y a pas énormément de texte, il y a des petites blagounettes, c'est gentil. Ouais, on a l'impression d'être dans les Goonies avec un vaisseau au milieu d'une grotte. C'est plutôt, c'est vraiment sympa. Léo a beaucoup aimé. Voilà, donc là je vous propose de continuer le tour de ce salon. Peut-être que certains d'entre vous attendent à ce que j'aille sur les stands des gros éditeurs. Je ne m'y suis pas du tout attardé. Quand je vais dans un salon de BD, c'est vraiment pour la découverte. J'ai pas forcément envie, même si j'achète donc des grandes séries très connues, etc. J'ai plutôt envie d'aller voir les petits stands avec les jeunes créateurs ou alors les petits éditeurs, justement qui sont un peu plus sur des niches pour faire des découvertes, découvrir des petites pépites. Je vais pas dans un salon. Bon, l'entrée était à 7,50 €. Je vais pas payer 7,50 € pour acheter des choses qui sont faciles à trouver en librairie. Je vais plutôt rechercher des jeunes auteurs notamment, et on va commencer avec Dédale et Rutabaga. Donc, le stand des éditions donc Dédale et Rutabaga, avec des livres au concept originaux, notamment ici un livre à coudre et découdre qui va donner une première histoire et ensuite, une fois décousu, une deuxième histoire. Donc des livres à manipuler, ou un livre en spirale qui permet de lire une première histoire, donc cyclique, qui ensuite va permettre de, en se redépliant, bon j'y arrive pas très bien, de faire une autre histoire et de boucler la boucle continue. Une bande dessinée Ruban de Mélébus, donc un livre d'Olivier Crépin, et ici de Mélie Bernard, Maïli ou Mélie Maïli, qui est ici, donc voilà, donc un livre où le texte est remplacé
par des gommettes qui expriment donc les sentiments, les positions, les pensées. Voilà, des concepts originaux donc chez Dédale et Rutabaga. Et donc la dédicace de Maëlie Bernard. Le livre Pigmentation de discours amoureux. T'en as pas un ouvert? D'accord. Ouais, c'est ça. T'es obligé de l'acheter. Oui. Quel est votre prénom? Guillaume. Voici le texte, donc en vraie gommette. Et voilà. Voilà, de rose, des pensées qui se rejoignent. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Pigmentation de discours amoureux de Maëlie Bernard. Vous trouverez ça chez Dédale Édition. Votre libraire pourra sûrement le commander. D'ailleurs, achetez vos livres et vos BD chez votre libraire. Ça, vous le trouverez pas en supermarché. C'est pas la peine en supermarché, vous trouverez toutes les grandes séries. Ouais. D'ailleurs, c'est pas la peine de les acheter en supermarché. Toutes les grandes séries qui maintenant, dont les suites s'essoufflent, ou alors qui relancent des nouvelles grandes séries en faisant plus ou moins des copies des premières. Donc, allez chez votre libraire et demandez-lui s'il a des trucs un peu bizarres, un peu nouveaux à vous proposer. Voilà, notamment ça. Donc Maëlie Bernard, donc une jeune dessinatrice qui a aussi participé à Polychromie. Alors Polychromie est fait par un collectif de jeunes artistes. Donc sur leur stand, je crois qu'il y avait Ludovic, Adrien et Rémi, qui sont partis donc pour faire cet ouvrage. Vous voyez, c'est bizarre. 3 couleurs. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne en fait grâce à des filtres. Si vous mettez le filtre bleu sur le dessin, n'apparaît plus que le dessin qui était mis en rouge. Donc voilà. Ce qui vous permet d'avoir 2 histoires en même temps sur la même page. Alors 2 histoires qui peuvent être justement donc avec ce principe, qui vont jouer avec ce principe de donc voici l'autre dédicace. Alors quand il dédicace en regardant au travers d'un des filtres pour pas être gêné par le dessin qui est en dessous. Donc par exemple ici on voit pour Monsieur Papayuki avec un promeneur qui est dessiné. Si je mets mes 2 filtres, je vois rien. Si je laisse le filtre rouge, donc il y a un gros dinosaure.
et pour Guillaume. Voilà, donc on peut aussi jouer avec le texte en passant donc du pseudonyme à mon vrai prénom, ce qui est assez marrant. Et si on regarde les deux, on a l'impression que finalement dans ce décor, sous ce ciel d'orage, ce petit promeneur va peut-être se faire bouffer. Donc ils ont, ça c'est une démonstration simple. Dans ce premier, donc c'est Ludovic Rio qui commence justement par une histoire qui est imprimée normalement, mais à partir d'un moment, vous le voyez, la réalité commence à se scinder en deux, et on va se retrouver à lire deux histoires totalement différentes, donc avec les causes et les conséquences de certaines décisions ou certaines actions qui font que l'histoire va devenir différente, sauf que le personnage va les percevoir en même temps, plutôt bien foutu. Ensuite, par exemple, là c'est la deuxième, c'est Adrien, donc là par contre effectivement c'est... Ça peut être le décor d'un décor, on peut passer d'un décor donc, qui va être futuriste, très urbain, à un décor beaucoup plus naturel, mais qui finalement aura les mêmes formes. Donc ce système de filtre est très sympa. On pourrait croire à une BD en 3D. Le phénomène de 3D n'est pas utilisé dedans, mais ce genre de truc peut être sympa. J'ai parlé avec eux justement de l'usage des filtres et de la BD 3D, parce que bon, on a un peu discuté le temps qu'ils fassent les dédicaces, parce que ça prend du temps. Je les ai pas filmés faute de batterie. Il se trouve, et je leur ai parlé aussi du Dossier Noir, donc qui est un des derniers tomes de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, que vous connaissez peut-être, puisque Alan Moore et Kevin O'Neill, qui ont quand même des grands scénaristes et dessinateurs, ont utilisé justement ce subterfuge donc dans cette BD justement qu'on peut lire à la fin, vous voyez, avec des lunettes 3D, donc ceci apparaît en 3D, avec aussi de temps en temps des petites astuces liées à ça, où justement certains où il faut en fait cligner des yeux pour voir tantôt justement donc ce qui est dessiné en rouge et tantôt donc ce qui est dessiné en bleu, et inversement dans certaines zones comme celle-ci. Voilà, donc les grands esprits se rencontrent, Alan Moore, Kevin O'Neill ou Polychromie. Donc Polychromie que vous trouverez aux éditions Polystyrène. Voilà, là encore, demandez ça à votre libraire si ça vous intéresse. Faites-les vivre, parce qu'ils font vivre la bande dessinée. Après ça, on va justement, je disais effectivement un peu ma méfiance des gros éditeurs qui effectivement sont un peu frileux, nous sortent pas mal de grosses séries avec des suites, avec des copies. J'ai rencontré François Amoretti, que je connaissais assez peu, qui est un auteur qui a été publié chez de grands éditeurs et qui a fait le choix, parce que il avait je dirais, il a un style qui est assez atypique, qui effectivement demande à trouver son marché chez des gens qui vont aimer son style, qui est très très bon, mais ça rend un peu les grands éditeurs frileux. Donc il m'a fait une dédicace qu'on va regarder ensemble. Donc, sur le stand d'Atacus, François Amoretti, que je connais principalement parce qu'il a fait Alice au Pays des Merveilles, nous fait une dédicace. Et j'ai demandé une Alice. Donc moi je connais Alice, vous avez d'autres projets en ce moment ou... Oui, j'ai fait, si vous connaissez que Alice, j'ai fait 3 livres aux éditions Soleil. Et ensuite je suis passé chez Ankama où j'en ai fait 2, un diptyque sur les pin-up. Et ensuite là j'ai fait donc le Comics Bureau, j'ai fait aussi encore chez Ankama excusez-moi, coup de fatigue. Ah mince, je suis mauvais en interview. Il n'y a pas de pression, hein, c'est pas TF1. C'est un Doggy Bags et qui sortira en janvier. Et sinon, maintenant, je sors du réseau éditorial et je fais mes projets à moi.
Et Donc auto-publié. c'est ça, je vais faire du financement participatif, comme beaucoup d'auteurs sont en train de le faire. Ouais. Donc, Parce et que, sur quelle plateforme ce sera? J'espère que ce sera logiquement sur Ulule. Sur J'aurais Ulule. préféré le faire sur Kickstarter. Donc ouais, qui est effectivement plus américain, plus international. C'est ça, parce que je veux faire des livres en anglais. Bon, il y aura une version française, bien entendu. Mais C'est stabilisé parce que moi aussi je fatigue et je commence à avoir la tremblote. il faut faire des pauses de temps en temps. Puis reprendre une fois que la dédicace a évolué. Moi D'habitude, je suis rapide. Mais là, ce mais papier il n'y a pas de souci. me rend fou. Effectivement, sur papier glacé. Ça change tout. Ça change tout. Là, je m'arrache les cheveux. J'ai jamais eu un papier comme ça, quoi. C'est bon, c'est curieux parce que bon, ces sketchbooks sont très dédicacés dans tous les salons. Et effectivement, mettre la première page sur un papier différent pourrait être une bonne idée de l'imprimeur. Mais c'est très difficile d'insérer un papier différent. Ça coûte beaucoup plus cher. Je pense que pour la collection, on est prêt à payer un peu plus cher. C'est vrai? Ah oui. Donc vous êtes un aficionado des sketchbooks? Non, pas forcément. C'est-à-dire que moi j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Bon, je vous connais très peu, comme je vous le disais. Mais bon, c'est aussi l'occasion de... Je vais fouiller, puis je vais vous suivre sur KissKiss. Donc moi j'avais lu Alice, hein, donc... D'accord. Je sais que bon, sur ma petite chaîne, il y a pas mal de gens qui aiment les univers burtoniens. Ah oui. Hein, je vais faire un petit gros plan sur votre trousse, hein, qui va me dire que effectivement, je crois on se rejoint en termes de goût. Oui, ça vous plaît aussi? Vous aimez ce genre d'univers un peu sombre? Oui, moi je suis un geek un peu généraliste. J'aime bien tout, mais c'est vrai qu'il y a certaines. Oui, il y a toujours des petites choses. Il y a des petites choses où on accroche plus, et c'est vrai que moi Alice m'avait plu. Vous devriez alors lire, en tout cas de moi si ça vous intéresse, Oui. Le Petit Chaperon Rouge, qui est en noir et blanc, et qui est un conte assez amusant. Une nouvelle version plus mature, plus... Non, pas forcément plus mature, c'est vraiment le texte de Perrault. Et ensuite on a fait une suite en bande dessinée, D'accord. qui est dans le livre, et qui est assez original, parce que ça se passe dans le ventre du loup, avec le petit chaperon rouge qui croise d'autres animaux qui ont été mangés dans qui ont aussi été mangés dans le ventre du loup. C'est ça, donc la chèvre de Monsieur Seguin, par exemple. Ah oui, c'est vrai que mine de rien, le loup est un serial killer de conte de fées. Il a un tableau de chasse à son actif qui est impressionnant. Exactement. Et donc tout se retrouve dans le ventre du loup. C'est ça. Oui, ben, j'ai vu, je constate, bravo. Malheureusement, tout se passe à Paris. Même pour nous, pour les expos, tout ça. Ah, heureusement, il y a Angoulême, il y a Saint-Malo. Ça vous permet de prendre l'air. Moi, je suis jamais allé à Angoulême. Là, c'est mon deuxième Saint-Malo. Qui est plutôt sympa, Saint-Malo d'ailleurs, comme festival. Oui. Ça me plaît bien. Donc, le prochain projet, donc sur financement participatif, c'est sur quel thème? Alors, ça va s'appeler Les Destructeurs. C'est sur la fin du monde. Et
Donc ça va être ça va pas être de la BD conventionnelle. Parce que vu que maintenant j'ai plus d'éditeur, je fais exactement ce que je veux. Je vais faire un projet original et puis c'est plutôt comment dire du roman graphique. D'accord. Donc, Alors, avec un- fin du monde comment? Parce que je dirais qu'on essaie tous d'y aller en ce moment, que ce soit nucléaire, pollution, guerre, etc. Mais je dirais que comme les efforts sont pas coordonnés, on ne sait pas finalement comment ça va finir. Ça sera une fin du monde comment? Fin du monde. Effectivement, je parle de ce genre de problème, mais de façon déguisée. C'est-à-dire que je personnifie les mots, disons. Donc, donc il y a par exemple, il y a des batailles, des combats un petit peu à la façon comics. Mais c'est surtout, il y a beaucoup d'humour, enfin, je pense, un humour à ma façon, c'est un petit peu un humour anglais, donc un petit peu décalé. Mais de toute façon, vous pouvez voir les premières pages dès maintenant, parce que elles sont prépubliées sur mon blog. D'accord, bon, je mettrai le lien, j'irai voir. Donc le blog est accessible par mon site qui est françoisamoretti.com, tout simplement. Tout simplement. Et donc vous m'en direz des nouvelles. Ok. Donc j'ai monté un label avec Lost Fish notamment, et pour qu'on puisse publier nos livres, éditer nos livres comme on le veut. Donc c'est très risqué, mais de toute façon on est affamé, on a faim, donc c'est un petit peu notre dernière chance Voilà, pour essayer de continuer. avoir faim de vouloir faire ce que vous voulez, quoi. Mais même si je suis un auteur atypique, je peux pas faire de l'heroic fantasy comme les autres le font. Ouais. On peut pas me faire un album comme ça, parce que j'ai un trip qui a peut-être qui a plus de pas de personnalité. Et disons qu'il ne peut pas s'adapter à n'importe quoi. Oui. Donc je peux pas me lancer sur une commande. Voilà. Il faut que ce soit réfléchi avec le scénariste. Et tout ce qu'on m'a proposé ces derniers temps, ça allait pas. Donc quand je propose un de mes projets, ou même avec un scénariste avec qui j'ai travaillé, l'éditeur me propose des prix ridicules. Entre 2000 et 5000 euros pour un album de 96 pages. Qui représente combien de boulot combien de temps de boulot? Je travaille jour et nuit et tous les week-ends pour essayer de m'en sortir. Et bon, mais 6 mois. Mais 6 mois pour 5 000 euros. 96 pages, 5 000 euros, même 2000, c'est complètement déraisonnable. C'est pas viable du tout. Donc, à partir de maintenant, quitte à ne plus bouffer, autant rester seul et faire ses propres projets. Voilà, et rencontrer un public qui justement peut être un peu plus dans une niche, C'est ça. qui va être plus direct, plus fidèle. Et plus ouvert, et voilà. Donc, on va voir. Hein. J'espère qu'on va pas se planter. Mais on s'y attend aussi. Le souci du participatif, c'est que ça va pas marcher pour tout le monde. Non, Ça marche tant qu'il n'y pas a pas longtemps. trop de monde, parce qu'à un moment, tout le monde ne peut pas acheter tous ses albums en avance. bien sûr, bien entendu. Tant que Mais, lecteur, à un moment, En tant que lecteur, acheter quelque chose, je dirais, et puis finalement financer un projet, et ensuite parfois un peu l'oublier, puis le recevoir dans sa boîte aux lettres et se dire « Ah oui, formidable, il est arrivé !» C'est aussi génial, quoi. J'ai eu Cataract, j'avais oublié que je l'avais fait. Voilà. Et je passe devant le stand et elle me fait: ah François, tiens, on attend l'exemplaire. Ouais, il est sorti. ouais. Moi qui lis beaucoup, je le fais, je participe à certains albums, ça passe, mais si je ne peux pas passer sur une majorité d'albums comme ça. Bien sûr. Et vu ma consommation, je ne peux pas me dire, bon, le mois prochain, je ne sais pas ce qui va me tomber. Voilà, ouais. Celui d'après, j'en aurai 20, alors que le mois d'avant, j'ai rien eu. Il y a une proportion. Bien sûr. La vie va saturer à un moment. Mais de toute façon, moi j'ai pas le choix. Ça, c'est l'avis de monsieur Xavier Monjardin d'Aquilios. Voilà. Mais en même temps, moi je peux plus faire confiance à mon éditeur, à mes éditeurs, donc c'est pas possible. Non, Ils se foutent de ma gueule, donc j'ai pas d'autre choix, faut que je parte. C'est un bon principe de rémunération, malheureusement, c'est pas une solution. Non, Non, mais pas du tout. sur des travaux de commande, il y a des Nord-Coréens qui seront tout à fait à ces tarifs, quoi. Les dessins animés sont faits en Corée du Nord pour pas mal à ce type de tarif. Donc, est-ce que les éditeurs veulent arriver à ça? Pas à mon avis. Alors, je la fais avec quel nom cette dédicace? Pour Guillaume. Guillaume. Ok.
Les voici. Voilà, merci beaucoup Merci à vous. et bonne journée. Voilà le sketchbook, donc François Moretti, donc à suivre, puisqu'il sort du circuit de l'édition classique, donc vous n'aurez plus pas forcément la surprise de le voir en tête de gondole maintenant. C'est des auteurs comme ça, vous voyez, on est dans une ambiance un peu Lovecraft, Cthulhu, etc. Des pin-up en fait avec des grands yeux, une sorte de show burlesque avec un petit assaisonnement LSD. Bon, c'est vraiment effectivement un style qui est bien à lui, quoi, qu'on reconnaît facilement. Moi, j'avais bouffé son nom, je vous le dis, je me souvenais d'Ali, je me souvenais de son graphisme, mais voilà, c'est en revoyant les sketchbooks, je me suis dit, ah bah c'est lui. Donc, c'est ces auteurs qui ont beaucoup de talent, mais qui sont un peu, donc, un peu sur une niche qui correspondent à nos goûts. Donc j'ai appris qu'il avait inventé le poulpe fraise et que c'était un petit gimmick dans ses BD. Donc il faut les suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, suivre leur blog, parce que effectivement ils vivent par la communauté de leurs fans. Et effectivement, si on ne les demande pas en librairie, même si mon libraire est très sympa et de temps en temps il met des petits ovnis dans sa vitrine, il a bien sûr tendance à mettre 80% des grosses éditions, des gros trucs qui sortent, que tout le monde connaît, que tout le monde recherche, que tous les gens qui lisent peu de BD, somme toute, vont lui demander, il les met en vitrine, comme ça, ils vont acheter le dernier Astérix ou un truc comme ça, c'est pas, voilà, mais ce genre de choses ne sera pas forcément mis en vitrine, donc suivez-les, si vous aimez ce genre de graphisme, suivez-les. Effectivement, donc, tous les éditeurs ne sont pas aussi frileux. Justement, on avait donc Achilleos qui s'est mis à discuter avec nous un peu, qui est un dénicheur de talent. Oui, pendant que j'y pense, effectivement, je vous disais, effectivement, est-ce que la Corée du Nord va pas finir par faire de la bande dessinée? Parce que si on lit donc de Guy Delisle ou de Lille, je ne sais plus. Si on lit Pyongyang, Guy Delisle qui va travailler à Pyongyang, donc en Corée du Nord, où finalement il va diriger une équipe de dessinateurs pour, alors je ne sais plus pour quel dessin animé c'était, mais finalement en fait toutes les planches intermédiaires sont dessinées en Corée du Nord, là où c'est pas cher. Je crois que Pif le chien, le dessin animé a été dessiné en Corée du Nord. Il y a également Corto Maltese, qui est un chouette dessin animé qui a été dessiné en Corée du Nord. Et il y a même une rumeur comme quoi Pocahontas pour partie aurait été dessiné en Corée du Nord. Voilà, donc fin de la parenthèse sur le dessin en Corée du Nord. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de BD qui sont imprimés en France encore, car les imprimeurs ont heureusement des syndicats assez costauds. Les dessinateurs n'ont pas la chance d'être aussi bien protégés, aussi bien représentés. D'ailleurs, donc, ils sont entre l'enclume d'éditeurs qui leur proposent des petits prix pour la rémunération de leur travail, donc ce qui est effectivement, on comprend leur coup de gueule, parce que finalement la valorisation monétaire, quand elle est trop infime, c'est finalement voir son propre travail dévalorisé. On comprend que ça fasse mal aux tripes. Donc ils sont pris donc sur ces effectivement sur leur travail qui est acheté à moindre prix, et en plus donc le samedi les dessinateurs ont fait un petit débrayage dans les dédicaces pour manifester contre en fait une loi qui va sortir et qui va augmenter leur cotisation retraite. Donc si d'un côté effectivement l'État leur prend plus, tandis que les éditeurs les ponctionnent, les nourrissent au minimum, effectivement la profession est en danger. On peut le dire.
tout le monde dit qu'effectivement que la bande dessinée se porte bien, qu'il y a beaucoup plus de sorties, c'est vrai. En même temps, il y a, je crois que c'est 5 fois plus d'albums qui sortent, mais il n'y a que 2 fois plus de lecteurs. Donc pour trouver son public, un dessinateur va avoir beaucoup de mal. Donc encore une fois, si vous aimez un dessinateur, abonnez-vous à sa page Facebook, à son blog, suivez-le parce qu'effectivement il peut changer d'éditeur, ne plus avoir la même couverture, etc. Couverture publicitaire, j'entends. Voilà, donc un éditeur que moi j'aime bien, c'est Akileos. Voilà, pourquoi j'aime Akileos? Parce que j'aime bien le noir et blanc. Alors Akileos notamment, ils ont sorti ça, je vous mets toute la collecte. Donc la collecte. Voilà, Courtney Crumrin, que vous connaissez peut-être justement, c'est du noir et blanc. C'est un style de dessin qui est très typique aussi, qui n'est pas dans le genre d'Amoretti, mais qui est aussi très typique. Un univers donc assez sombre, d'antique magie, de choses de la nuit, vous voyez. Donc par Ted Nefe, qui est un auteur américain, donc qui a fait ensuite de nombreuses suites. Je vous montre les couvertures, ça vous donne le ton. Carmine l'apprentie sorcière, le dernier sortilège. Vous voyez maintenant, bon, ils sont connus, donc hop, voilà, il y a un petit truc. Mais c'est vrai qu'au début, ça pouvait être un pari pour que ça trouve son public. Effectivement, la pile agrandit, et donc, voilà, la Ligue des Gentlemen ordinaires, donc pas la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Donc ils font du noir et blanc. Ils ont notamment réédité les chroniques de l'ère xénozoïque, aussi en noir et blanc, assez chouette. Je l'ai pas acheté parce que bon, j'ai un budget limité. Donc un monde de dinosaures et de Cadillac. Je vous laisse feuilleter chasser votre libraire. Ils ont aussi sorti dernièrement donc des recueils de Tales from the Crypt, les contes de la crypte, donc des pulps, et Weird Science, pareil aussi, de la BD pulp, un peu horrifique, un peu science-fictionnaire, donc très très sympa. Et surtout, donc effectivement, il s'intitule Dénicheur de talent. Et c'est vrai. Moi je suis allé sur leur site, bon c'est eux qui l'ont déniché le talent, hein, c'est pas moi, mais j'ai trouvé donc Bran Zero et j'ai rencontré Mathieu Tonon. Bran Zero pareil. Je me suis pris une petite claque. C'est un copain qui m'a vu sur un autre stand et qui m'a dit tiens regarde ce que j'ai trouvé. Donc tout un univers de science-fiction basé sur un voyage dans le temps. On voit effectivement des lieux et des gens qui sont figés dans le temps. Donc il y a une histoire de ligne temporelle, de temps parallèle, de monstres, de pouvoirs. Ça tient vachement debout. C'est-à-dire que le scénario est documenté, du point de vue scientifique, c'est assez logique. On n'a que le tome 1, le tome 2 sortira je ne sais quand, mais je vais le guetter. Donc un graphisme qui est vachement sympa. Donc ça, effectivement, quand on le voit de prime abord, on pense à Akira, parce qu'on voit le gros logo en rouge, une ligne claire. Très 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 bon. Donc Mathieu Tonon, avec lequel j'ai un peu discuté, m'a fait une dédicace. Donc lui c'est le dur à cuire, donc le genre de mec commando ou survivant ou les deux en même temps, voilà. Un petit jeu de mots là. Donc très très bon Bran Zero justement, donc chez Akileos, le dénicheur de talent, un éditeur qui effectivement, bon, il n'y a pas qu'on ait Crumrin de lui dans ma BD Tech, mais j'aime beaucoup, et ça c'est un bon truc. Voilà, sur un autre stand pas loin, j'ai trouvé les chroniques d'Arcea. Je vous propose de passer directement à la dédicace, donc avec Virel. On a pas mal discuté et je reviens vers vous après. Voilà, nous sommes sur le stand des éditions Léonard, tout petit éditeur, ou Virel,
l'auteur, dessinatrice, illustratrice, distributrice, elle fait tout. Donc pour les chroniques d'Arcea, le scénario, le dessin, elle fait tout sauf le papier, hein, et encore. Et donc un cycle qui commence, un cycle qui devrait faire 5 tomes, donc les chroniques d'Arcea. Donc j'ai demandé à ce qu'on dessine le Baron Noir, qui apparaît effectivement dans ce cycle, et qui effectivement n'est pas forcément le plus gentil, vous l'avez deviné vu son look. Juste avoir la référence sous les yeux parce que ça fait. Je l'ai pas dessiné depuis longtemps. Voilà. Et donc la page blanche. Enfin pas blanche, mais. Presque. Teinté pour pouvoir faire les dédicaces plus jolies dessus. Donc les chroniques d'Arcea, donc c'est Arcea ou Arkea? Arcea. Arcea, donc centré autour d'une héroïne. Ça s'appelle Elwen. Elwen. Une enfant loup à la base qui a été civilisée par des elfes et qui se retrouve plus ou moins à découvrir Elle sort de sa forêt pour la première fois et découvre le monde autour d'elle. Avec un caractère et une vision du monde assez différente de ce que les gens s'attendent à voir en la voyant. Parce elle a dans sa tête, c'est une louve. Sans trop spoiler, bien sûr. Sans trop spoiler. Ah oui, non, je ne spoile pas du tout. D'autres illustrations derrière. Oh, quel travail! Donc, d'autres illustrations de Virel dans son sketchbook. Donc effectivement, avant de commencer la dédicace, on discutait déjà un peu jeu de rôle, inspiration, d'illustration, etc. Donc je pense que ce premier cycle des chroniques d'Arkea sera dans nos goûts à tous. Surtout pour les rôlistes, parce qu'il n'y aura aucun souci. Donc pour tous les rôlistes. Pour tous les rôlistes. Après, je suis partie quand même sur un scénario qui soit vraiment tout public. Mais on va dire que les rôlistes se sentiront un peu plus. Voilà, oula, là on passe dans le 18+, donc hop. On va rester une petite chaîne YouTube tout public. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un petit avertissement. Pendant quel travail, on va feuilleter un peu l'exemplaire de démonstration. Donc une quête, on disait, centrée autour des personnages, de leurs choix moraux, de leur liberté. Ils ne vont pas forcément suivre le destin qu'on attend d'eux. Il y a du dragon. Il y a du dragon. Du magicien, il y a du démon. Là. Il y a du démon, il y a du magicien, il y a du dieu un peu à la dieu grec, c'est-à-dire qu'on leur défaut, qu'on leur caprice. Qui ont leur protégé, leur préféré, et ceux et qui jouent avec eux sur l'échiquier du destin quelque part. Exactement, et les pièces ont tendance à vouloir se rebeller.
4 cornes sur le casque. Oh, même plus. Même Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cornes. Tant qu'à faire, on y va à fond. J'en ferai peut-être que 6 sur la dédicace parce que là, je les ai un peu décalés. Ce n'est pas grave, c'est ce qui la rend unique. Exactement. Ah oui, j'arrive pas à trouver. Non, j'arrivais pas à trouver. Là, j'ai trouvé deux sur trois en Angoulême. Ah oui, je crois que c'était. Oui, il y a eu plusieurs destinations. Donc là, c'est le premier tome qui est sorti. Oui, le deuxième sort le mois prochain. Le mois prochain. Donc je suis vraiment sur les toutes dernières pages là. Il part à l'imprimeur dans moins de 15 jours. D'accord, et la fin de la série, donc c'est 5 tomes 5 tomes, oui. Sur ce premier cycle. Sur ce premier cycle qui sera peut-être unique, je sais pas, ça va dépendre en fait des attentes du public. Comme c'est une histoire qui se termine, je pourrais très bien arrêter là et partir sur autre chose, sur une autre histoire, un autre univers. Mais c'est vrai que j'ai aussi la possibilité de faire une suite, un deuxième cycle. Mais là, ça dépendra des gens, des demandes. Si je vois que les gens en veulent plus, et ben, j'ai de quoi en faire plus. D'accord. Tout simplement. Non, je sais que je fais partie de ces lecteurs de BD qui ne supportent pas qu'une série soit pas finie. Donc en fait, je suis partie sur des cycles, on va dire, à taille conséquente, parce que j'aime pas non plus les histoires trop simples, mais qui soient quand même... que je sois sûre de terminer. Donc je pars sur 5 tomes, je sais que je pourrais faire 5 tomes sans problème. Parce que les 5 tomes, donc le storyboard est déjà plus ou moins établi. Tout le scénario est déjà établi. Le scénario est fini, posé. on sait où on va, on sait que ça va se terminer. Oui. Et on a un échéancier qui est déjà réglé pour cette série, quoi. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'après, c'est vrai que j'essaye de sortir un album tous les 1 an et demi à peu près. Tous les ans c'est un peu compliqué parce que je suis partie sur un album qui a un peu plus de pages que la normale. Donc on va dire, je table sur du 1 an et demi à peu près pour sortir un album. Et là pour l'instant tout est réglé pour les 5 tomes jusqu'à la fin de ce scénario-là, sur ce cycle qui s'appelle Cycle des pèlerins. Et on va dire que la suite pour l'instant, j'ai le scénario qui est en place, mais c'est encore en projet. Donc je vois que le tome 2, le cœur, sera disponible sur la boutique en ligne dès novembre. C'est ça. Donc il y a un lien de la boutique en ligne. Sur mon site officiel, virel.com, tout simplement, il y a un lien directement sur la boutique, sur la page d'accueil. Voilà. C'est tout simple.
C'est de la bonne armure, ça. Oui, bien lourde, bien massive, bien présente. J'ai tendance à faire des costumes plus légers d'habitude, mais là pour ce personnage-là, je voulais vraiment quelque chose de massif. C'est pas dans la finesse. Grosse épée à deux mains aussi. Oui, effectivement, voilà, non, il est... C'est le mec subtil, quoi. Voilà, tout. Dans le règlement du problème, on recherche la subtilité, quoi. Voilà, l'effet massue. Blam. Non, j'ai suffisamment d'autres personnages qui sont beaucoup plus subtils pour justement vouloir faire un peu le contraste avec un personnage très Ensuite, visuellement très blam. Voilà, ensuite visuellement il est massif, il y a peut-être effectivement des subtilités un peu plus qui se découvriront au fil des tomes, hein. On en parlait tout à l'heure, qu'aucun n'était forcément ni tout blanc ni tout noir. Ah tout à fait, j'ai des personnages, il n'y en a aucun qui est vraiment blanc, aucun qui est vraiment noir, ils ont tous, je joue beaucoup sur les nuances. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir des personnages qui ont toute une palette en fait de caractères, de réactions, de passifs et c'est vrai que qui vont pas forcément faire ce qu'on attend d'eux ou ce qu'on leur demande de faire. Exactement. Exactement. La gomme électrique, l'outil moderne. Indispensable. On y teste, on y goûte, on ne peut plus la lâcher. Véridique. Une amie qui m'a fait tester ça un coup, elle est venue à la maison, elle m'a fait tester la gomme électrique, j'ai fait, il m'en faut une, tout de suite. Je pense qu'il a acheté une dans la semaine. Et depuis, je l'utilise tout le temps. Donc en termes d'outils, donc justement le travail, donc il y avait une planche ici, on a des planches crayonnées. Des crayonnés. Alors ça généralement c'est plus pour mes illustrations. Je travaille aussi bien en fait en crayonné papier qu'en crayonné digital. Je travaille directement sur l'ordinateur. Ça m'arrive de faire des choses comme ça pour les storyboards par exemple, pour la BD. Donc là c'est vraiment du crayonné rapide que je numérise, que je mets sur l'ordinateur et après sur l'ordinateur je travaille vraiment et donc la couleur est faite sur Photoshop. Sur Photoshop. Je travaille sur l'ordinateur, c'est mon outil principal. Après j'en utilise d'autres, mais ça reste plus dans l'outil occasionnel pour une illustration particulière, pour faire, je sais pas, une série d'aquarelles, histoire de changer de technique, histoire de me faire, on va dire, plus plaisir. Mais c'est beaucoup moins un outil de travail. L'ordinateur reste mon outil vraiment principal. Ça généralement c'est pour les dédicaces, j'utilise beaucoup c'est un feutre pinceau blanc qui fait comme si en fait j'utilisais de la gouache blanche. Donc comme j'ai une texture sur la page où je fais les dédicaces, ça marche bien ensemble. Ça souligne tout de suite le relief. Tout de suite la mise en lumière, la lumière a un rôle très important dans mon travail. Je la travaille énormément. Donc du coup c'est vrai que là le pinceau blanc me rapproche beaucoup plus de mon travail digital justement par ce côté de mise en lumière. En étant efficace parce que je peux le faire rapidement.
On peut aussi acheter ce type de goodies sur la boutique? Oui, tout à fait. Enfin, sur la boutique, non. Non, c'est Les uniquement, mugs sont uniquement en salon. uniquement en salon. Parce que c'est vrai que sur la boutique, les frais de port sont assez élevés. Ouais. Parce que c'est lourd, c'est fragile. Donc Ouais. du coup, je préfère. J'en ai qu'une petite série, donc je préfère les vendre uniquement en salon. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qu'il y a sur le stand, le reste, est disponible sur la boutique en ligne. Y compris des dessins originaux, des aquarelles, des choses comme ça. Il n'y a vraiment que les mugs qui fonctionnent pas sur la boutique. Je les ai eu pendant une période et c'était vraiment Ouais, c'est... difficile à gérer, les envois étaient compliqués. Bah, c'était s'il y a une honnête. casse ensuite, bon c'est... bon. Voilà, et puis moi, même si j'ai eu le cas de casse qu'une seule fois, ça reste que c'est surtout cher en fait au niveau de l'expédition parce que c'est lourd. Donc, et ça reste du colis, c'est pas considéré comme du... Je peux pas le faire considérer comme du courrier, enfin bon c'est... ça fait, je crois que les frais de port équivalaient au prix de la tasse, donc D'accord, ouais. ça servait pas à grand chose. Ah, donc sur la boutique, on a donc les albums et les petites cartes, Les tirages couleurs tirages couleurs. en 3 formats, en petit, en 11 par 15, en A4 et en grand Et en poster aussi. Et en poster. Les posters sont tout à fait... là, sur la boutique, on peut les trouver sans problème. Je vais un petit peu plus sur les ombres. Bonjour. Il est prévu en 5 tomes, sachant que le deuxième sort le mois prochain. Voilà, je suis en train de finir les toutes premières pages et il part à l'impression d'ici moins de 15 jours. Tout à fait, sans problème. Voilà, donc je la mets à canon la dédicace. Pour Guillaume. Pour Guillaume. Et voilà. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, c'est moi. Voilà donc Virel et sa dédicace, donc qui est quand même vachement gonflée parce qu'elle part là-dessus toute seule, elle est sa propre éditrice, elle est dessinatrice, elle fait tout. Si vous allez donc sur son site, vous achetez quelque chose, parce que je crois que même il est possible de précommander le 2 et de recevoir le 1 en premier, ou vous avez des chouettes posters, etc. C'est même elle qui le mettra sous enveloppe, avec soin, et qui vous l'expédiera. Donc c'est vraiment tout, c'est vraiment tout le boulot. Je suis assez admiratif sur cette volonté. Quand je dis ouais, bon, effectivement, bon ça vous allez acheter en ligne, les autres je vous conseille d'aller chez votre libraire. Et puis je vais finir même pour non seulement effectivement quasiment vous bon là, si vous commandez en ligne, Virel va l'emballer avec soin. Je sais qu'il y a certains trucs où vous dites, bah, tiens, je vais le commander tout de suite, etc. Moi, effectivement, ça m'est arrivé de commander un livre tout de suite sur Amazon et tout. Ouf, j'ai dit non, ou Fnac, ou toute la concurrence et tout. Mais alors, le problème, c'est que vous avez des sagouins qui bossent dans ces entrepôts, qui en ont rien à faire, et qui ouvrent les cartons à la hache, et qui ensuite vous envoient ça. Donc, ça, vous ne trouverez pas ça chez votre libraire, il va ouvrir le carton avec soin, parce qu'il sait qu'un livre qui a pris un coup de cutter, il n'arrivera pas à le vendre. Ensuite,
donc effectivement, on peut avoir ce style de déconvenu, ou alors de coins qui vont être écrasés dans le transport, etc. Allez chez votre libraire. Si vous n'avez pas les moyens, allez chez dans votre médiathèque aussi. Elles peuvent, je dis elles parce que moi j'ai des médiathécaires filles, mais votre bibliothécaire peut aussi, si ils n'ont pas un livre dans leur rayon, ils peuvent le commander à ce qu'on appelle des bibliothèques départementales de prêt, qui vont effectivement acheter des titres un peu plus rares et les mettre en fait en réseau. Voilà. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai ramené, tout ce que j'avais déjà. Donc plein de trucs sympas. Donc cette petite vidéo n'a pas la prétention d'être un reportage ni quoi que ce soit. Bon, c'est juste vous faire partager cette petite promenade, vous faire partager mes découvertes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur notre petite chaîne. Peut-être que effectivement je rééditerai cette expérience de promenade. Voilà. Ah oui, que je vous dise aussi, il y avait aussi des chouettes expos à Saint-Malo, donc des expos sur la BD. Malheureusement, il était totalement impossible de les filmer sans accréditation, sans être France 3 Régions ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, au revoir donc. Et puis en voyant tout ce que je vous ai déballé, que ce soit Moretti, Courtney Crumrin, le Dossier Noir ou Sandman de Neil Gaiman, formidable, je crois que en fait, Monsieur Amoretti a raison. J'aime bien les univers un peu sombres. Allez, ciao!